Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la dernière semaine du mois de février 2022. Et cette semaine j'ai lu 18 mangas et on va commencer tout de suite avec les tomes 7 et 8 de Talentless. C'est une série que j'aimais énormément et qui est assez peu connue je trouve. On suit des gamins qui sont au départ dans une école et ont chacun un pouvoir. Un jour il y a une fille qui s'appelle Nana qui va arriver dans leur école. En fait elle a aucun pouvoir. En fait elle est là pour les tuer discrètement parce qu'elle lui a dit que c'était des ennemis de l'humanité et qu'il fallait absolument les éliminer parce qu'ils étaient dangereux. Ah, on va la suivre du coup dans tout son stratagème qui est assez bien construit, hein, il faut le dire. On est assez rapidement surpris, assez rapidement impressionné. C'est super passionnant de suivre un petit peu chaque personnage, voir leur développement, leur pouvoir. Même si la finalité est pas forcément joyeuse. Au fur et à mesure de la lecture, elle va découvrir qu'en fait elle avait tout faux, qu'on l'a manipulée, que les gosses ne sont pas un danger même s'ils ont des pouvoirs. Après du coup elle va faire en sorte d'essayer de les protéger mais ça va pas être évident. Et c'est assez bien développé, Nana devient vraiment très attachante. Les personnages qui l'entourent sont assez intéressants. Dans ces deux tomes-ci, il y a un sacré rebondissement. Voilà, un élève qu'elle pensait avoir tué revient et n'est finalement pas mort. Les covers spoilent légèrement, je pense que vous l'aurez reconnu pour ceux qui lisent la série. Mais là encore une fois j'ai été surprise et j'aime énormément ce manga parce qu'il arrive toujours à me surprendre, à m'étonner. Là du coup j'ai vraiment hâte de lire la suite pour voir comment ça va se passer. Ce gamin, il a totalement pris la place de Nana et il compte bien supprimer ses anciens camarades. Je prends vraiment un gros plaisir à lire Talentless à chaque fois. Les tomes ne sortent pas hyper rapidement, mais à chaque fois c'est une vraie petite pépite. D'ailleurs c'est édité chez Doki Doki le 9 juin 2021 pour le tome 7. C'est un seinen, l'œuvre est toujours en cours actuellement, pas encore de date pour le tome 9. Le petit défaut que je pourrais trouver à la série c'est quand même ses dessins. C'est franchement pas très joli, il faut quand même l'avouer. C'est pas un style graphique que j'apprécie énormément, surtout au niveau du visage des personnages. Mais l'histoire est vraiment palpitante. D'ailleurs, il y a un animé qui est sorti, je l'ai toujours pas vu, mais il faudrait que je me penche dessus. J'espère qu'il est aussi bien que le manga, à voir par la suite. Ensuite, on va parler de Mon frère 7 Otaku. Le résumé juste ici. C'est édité chez Komiku le 3 juin 2021, c'est un seinen et c'est un one-shot. Et écoutez, cette série, je l'ai plutôt bien appréciée. C'est un one-shot qui se lit tout seul, il est assez amusant par moments. On a un développement entre le frère qui est un énorme otaku et sa sœur qui au départ n'y connaît rien. Elle va tout faire pour essayer de l'aider et c'est assez touchant. Ils ont vraiment une bonne relation en fait, frère-sœur. Elle est assez lambda, c'est un hikikomori. Ce n'est pas n'importe quel hikikomori. En fait, il dessine, on va dire, des mangas, plus précisément des yaoi sur une œuvre déjà existante. Et ensuite, il les publie et il a quand même un sacré bon petit succès. De certains lecteurs, c'est un hikikomori, il sort pas de chez lui. Sa sœur va donc lui rendre un service un jour et elle va aller dans une convention pour vendre du coup les œuvres de son frère. Et du coup, elle va devoir se faire passer pour lui. Parce que de toute façon, c'est jamais montré, donc ils ne peuvent pas savoir que c'est un homme ou une femme, ni son identité ni son sexe. Et voilà, sa sœur va l'aider et elle va même y prendre goût petit à petit. Et on va voir une évolution de la part des deux personnages. La sœur va avoir envie de dessiner sa propre petite série. Elle va avoir envie d'apprendre à dessiner. Et on va les voir dessiner un moment ensemble et c'est juste trop mignon. Ils vont finir par partager une même passion. Et ils sont vraiment très gentils, très tendres entre eux. C'est vraiment très protecteur, très naturel. Et c'est tellement beau à lire, tellement beau à voir. Et lui, petit à petit, il va commencer à réussir à sortir de chez lui, tout seul, à affronter le regard des autres. Alors ça va pas être parfait. Ça va même être assez compliqué au départ. Mais il fait cet effort-là et tous les deux, du coup, ils vont faire un effort, ils vont faire un pas vers l'autre. Le duo est juste pépite, c'est hyper agréable de les suivre. C'est une lecture super chill, hyper agréable, avec une petite dose d'humour. Franchement, j'ai passé un super bon moment durant ma lecture. En plus, les dessins sont vraiment pas mal. J'aime beaucoup le trait, perso. Il y a plein de petits détails à certains moments et c'est super cool. On va passer ensuite au mandala de feu. Je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Mangetsu
Le 2 juin 2021, c'est un seinen et c'est un one-shot également. Et comment dire que ça a été un véritable coup de cœur, c'est sûrement mon coup de cœur de la semaine. Alors déjà voilà, c'est un manga qui parle de peinture, d'un peintre ayant réellement existé, même des personnes qui ont réellement existé dans son entourage également. Donc c'est un manga historique sur la peinture qui se passe dans les années 1500 et c'est une véritable pépite. Franchement, pour tous les fans d'œuvres historiques sous version manga ou autre, franchement foncez, c'est incroyable. Les dessins sont sublimes. C'est intéressant, c'est divertissant, les personnages ont un côté vraiment attachant. Il y a aussi beaucoup de tristesse, on perd certains personnages. C'est dramatique, c'est poétique. En fait, il y a tellement de choses qui se mélangent dans cette œuvre, c'est juste incroyable. C'est juste une vraie petite pépite. Vraiment, ce mec qui a ce rêve de devenir un peintre reconnu et qui part de rien, franchement. Et il va s'accrocher, il va tout donner et il va réussir par y arriver. Il va lui arriver tellement d'emmerdes aussi. Et même si à un moment il a même voulu abandonner, il va tenir bon et jusqu'à la fin on le verra monter les échelons et on verra une certaine évolution avec les membres de sa famille. Et c'est hyper touchant. C'est une expérience, c'est vraiment une œuvre à lire. Elle est juste incroyable. Les dessins en plus ils sont juste sublimes. J'avais parfois l'impression d'y être. Cette œuvre, elle fait vraiment voyager. On a des planches qui sont extrêmement percutantes. Et franchement, à la fin, j'étais presque triste que ça s'arrête. Je me suis vraiment attachée au personnage, à l'histoire. Et je trouve même pas que ça aille trop vite. C'est suffisant. C'est vraiment suffisant pour nous raconter une histoire. Et c'est raconté avec brio, avec franc succès. J'ai juste adoré. Ensuite, j'ai lu l'intégrale de Je veux manger ton pancréas. Je vous mets le résumé juste ici. Du coup, c'est édité chez Pika. Le 6 novembre 2019, c'est un shonen. C'est terminé en 2 tomes, c'est une petite série. Alors, il y a le film qui existe, et je pense que beaucoup ont découvert le film d'abord. Moi, je me suis toujours refusée à voir le film parce que j'avais peur d'être déçue. J'avais peur que ce soit, en gros, surcoté et j'avais vraiment peur d'être extrêmement déçue, mais après la lecture je pense que je le regarderai un de ces jours, pas maintenant parce que je viens de lire l'œuvre en manga et je m'en remets un petit peu mais je pense que je me le regarderai à l'occasion. Et Je veux manger ton pancréas, et bah écoutez, j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé les personnages très touchant, très agréable à suivre. Si je trouvais parfois peut-être l'héroïne un peu lourde à dire toujours qu'elle allait mourir et qu'elle allait mourir, je pense que c'était pas nécessaire de le répéter 1 milliard de fois. J'étais surprise par le dénouement de l'œuvre. Bon, du coup, il y aura un petit peu de spoil là, un petit peu beaucoup même. Je ne m'attendais pas à ce que notre héroïne meure d'autre chose que de sa maladie. En effet, elle meurt poignardée, elle se fait tuer par un mec random là. Et je savais que ça allait arriver. Parce qu'à un moment dans le tome 1, je crois, ils en parlent très rapidement à la télévision. Ils n'auraient pas parlé de ce tueur si ça n'avait pas une importance par la suite. C'est malheureux parce qu'au fond, du coup, je le sentais. Mais j'ai quand même été surprise. Parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce qu'une personne décède comme ça soudainement sans qu'on s'y attende. À cause d'un tueur qui passait par là, quoi. J'étais très surprise. Très étonnée de ce choix. C'est assez original hein, parce qu'au départ on s'attend forcément à ce qu'elle meure de sa maladie comme dans beaucoup de mangas de ce genre. Mais non, sa vie s'écourte encore plus rapidement de manière assez brutale. Ça m'a un petit peu étonnée. En fait au départ j'y croyais pas trop, même pendant ma lecture j'ai dû lire plusieurs pages après l'événement pour me dire ah non, c'est réel, c'est vraiment arrivé. Elle est morte là, on la reverra plus, c'est arrivé. Par contre, la fin, du coup, après son décès, est terriblement prenant, je trouve. Avec, du coup, son testament, ses derniers mots qu'elle avait écrits dans son journal à ses proches. C'est terriblement prenant. J'ai lâché ma petite larme, hein, c'est vrai. J'étais obligée. J'ai la larme facile, et voilà. Ça peut me faire que chialer, hein. C'était très émouvant, c'était très sympa à suivre. La fin est plutôt bonne, je suis contente pour notre héros. Il va pas se retrouver tout seul après la perte de cet ami si cher. Et non, franchement j'ai passé un bon moment avec cette lecture. Ça m'a un petit peu brisé le cœur, mais bon. Après les dessins ne sont pas incroyables, je les trouve assez simplistes.
c'est pas l'énorme point fort de l'œuvre, mais c'est pas dérangeant pour autant. Ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant comme choix, c'est qu'on connaît le nom de notre héros du coup qu'à la toute fin de l'œuvre. Avant, son nom est rayé ou c'est remplacé par des points d'interrogation, mais à la toute fin, il se présente à la mère du coup de l'héroïne décédée et là on voit enfin son nom et son prénom. Et je trouvais ça intéressant comme choix. On passe ensuite à la lecture suivante avec The Kingdom of Rune, avec les tomes 1, 2 et 3. Je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Kana le 4 juin 2021, c'est un seinen. Et c'est en cours actuellement, le tome 4 sortira le 18 mars. Et waouh! Alors le premier truc que j'ai envie de dire c'est pour public averti, si vous êtes sensible, ne prenez pas l'œuvre, c'est assez violent, assez gore à certains moments je trouve. Je m'attendais pas à autant de violence. Alors oui, je m'attendais à quelque chose de sombre parce qu'on assiste à une véritable chasse aux sorcières. Il y a des pendaisons, des décapitations, mais la violence elle est vachement au-delà en fait. Nos personnages sont assez vite attachants, j'aime beaucoup notre héros, rempli de haine, il est courageux, il ferait tout pour venger sa bien-aimée et c'est admirable. Franchement les humains c'est des pourris dans l'œuvre, j'ai aucune pitié pour eux. Quand on lit les 3 tomes, on remarque que la personne qui a foutu la merde avec les sorcières, c'est peut-être pas les humains finalement, j'en dis pas plus. Je vous avoue que ça a titillé ma curiosité. Finalement les humains sont faibles et sont facilement manipulables et on le voit très clairement dans l'œuvre. J'attends vraiment de voir comment ça va évoluer par la suite parce que je suis très intriguée par le personnage qui a réellement tiré les ficelles dans la création de cette chasse aux sorcières. Après, à part pour le héros, n'essayez pas trop de vous attacher aux personnages hein, parce que ça tombe comme des mouches franchement. La mort est si rapide avec eux. Alors par contre, j'ai trouvé ça quand même dingue. Il y a un moment où des humains retrouvent un repère de sorcières où le héros a été emmené. Découvre du coup qu'il y avait encore des sorcières vivantes et elles se cachaient voilà là-bas. En fait, grâce à la téléportation, ils emmènent du coup des soldats là où sont les sorcières pour les exterminer. Et les sorcières se font défoncer. Tu te dis, merde, c'est des humains avec des armes à feu et tout. Il y en a un qui a été un petit peu modifié, mais les autres c'est des humains assez lambda quoi. Et elles c'est des sorcières avec des pouvoirs et elles sont assez nombreuses quand même. Tu dis, elles sont faites défoncer par des humains et c'est triste. J'étais assez surprise, assez déçue. Enfin les sorcières, il y en a, elles sont tombées mais comme du n'importe quoi, d'une rapidité déconcertante. Genre, vous êtes des sorcières, vous avez des pouvoirs. Comment ça vous mourrez face à des humains avec des petits pistolets qui font piou-piou? J'étais un petit peu déçue en ce qui concerne du coup la mort de ces sorcières là. Mais vraiment le héros c'est sur lui qu'on se focus, on l'a bien compris au fur et à mesure de la lecture. Les autres on s'en fout, tout ce qui l'entoure on s'en fout, de toute façon ça meurt assez vite. Même si on sent qu'il va être accompagné d'une sorcière. Mais celle-ci ne veut pas tuer. Donc t'as d'un côté notre héros qui veut absolument tout exterminer sur son passage. Et l'autre, une sorcière qui veut faire la paix, qui veut absolument pas de mort. Vous imaginez un petit peu le duo? Ouais. Puis franchement les dessins ils sont juste sublimes. J'adore le trait, c'est juste hyper beau. En tout cas, durant la lecture on ne s'ennuie pas, il y a énormément d'action et j'ai très hâte de lire la suite. On passe ensuite à A Sign of Affection. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Akata le 27 mai 2021, c'est un shoujo. Le tome 5 sortira le 7 avril. Et du coup, il faut vraiment que je rattrape mon retard parce que j'ai plutôt bien apprécié cette lecture. On a du coup notre petite héroïne qui est sourde et elle va rencontrer un gars qui voyage beaucoup. Et ce mec est super sympa. Franchement, j'adore leur relation. Je trouve que ça va tout seul, qu'ils ont une bonne alchimie. J'aime beaucoup le mood de l'œuvre. C'est très doux, très agréable. Les personnages sont vraiment attachants. Le duo marche plutôt bien.
Alors c'est un shoujo assez lambda, hein, je trouve quand même, mais c'est agréable à suivre. Franchement c'est tout doux, c'est tout mignon, on passe un bon moment et nos personnages sont vraiment cool. Après ce qui m'a un petit peu saoulé, c'est que dès le tome 1, on voit que notre héroïne a un fameux meilleur ami qui s'est signé. Contrairement au garçon dont elle vient de tomber amoureuse et qui voyage beaucoup, il est toujours cynique avec elle, il est taquin, il est un peu méchant. Mais on a vite compris qu'il va y avoir un triangle amoureux et les deux garçons vont se battre pour le cœur de la demoiselle. Et je trouve ça chiant. J'ai l'impression que maintenant dans les shoujo on est obligé d'avoir un triangle amoureux. Et j'ai trouvé que ça a tout gâché. En fait j'aimais bien vraiment suivre juste l'évolution du monsieur qui voyage et de notre héroïne sourde. Franchement pour moi c'était suffisant. C'est doux, c'est agréable. Mais voilà, on est obligé de rajouter un autre mec qui va servir de rival amoureux. Parce que sinon, ça peut pas être palpitant visiblement. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage. Après, peut-être que je me trompe et que ça va juste rester un meilleur pote ou un ami tout court. Et qu'il ne va pas y avoir du tout de triangle amoureux. Mais franchement, j'y crois pas trop. J'y crois pas du tout. Après, je peux me tromper, je peux être surprise, mais j'y crois pas du tout. Vu comment c'est lancé, je suis persuadée qu'il va y avoir un triangle amoureux et c'est le truc que je trouve dommage. Parce que l'œuvre est vraiment cool, je suis peut-être un petit peu saoulée de voir des triangles amoureux qui servent à rien parce qu'au final, on sait bien que l'héroïne ne va jamais choisir le mec qu'elle connaît depuis longtemps, presque jamais. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu de la perte de temps, mais c'est pas grave. Les personnages sont quand même cool et j'attends d'en voir plus, de voir les relations évoluer. Les dessins sont plutôt mignons en plus. Et il y a un truc que j'ai trouvé cool aussi dans l'œuvre, c'est qu'il y a un petit blabla sur la langue des signes. Si vous arrivez à lire, mettez sur pause et lisez. Sinon, je vous mettrai une petite photo juste ici. On verra comment est la qualité. Mais j'ai trouvé ça sympa en fait qu'il fasse une petite info sur la langue des signes japonaise, attention. Et c'est vraiment assez intéressant. Je trouve que c'est un petit plus sympa qui nous met encore plus dans l'histoire. Et qui nous fait nous intéresser encore plus à l'héroïne, donc c'est un petit plus sympa je trouve. Pour l'avant-dernière lecture, on va parler d'un manga que j'ai adoré, c'est Anohana, donc l'intégrale, avec le tome 1, 2 et 3. Alors je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Anohana, c'est édité chez Panini le 4 mai 2016, c'est un seinen et c'est terminé en 3 tomes. Anohana, j'ai découvert l'œuvre avec l'anime, qui m'avait énormément touchée à l'époque. Je vous dis, au dernier épisode, j'étais une fontaine, hein, j'ai pas arrêté de chialer. Le manga est vraiment très bon. On suit vraiment ce groupe de potes qui souffrent chacun de leur côté, qui se sentent responsables de la mort du coup de Menma. Et on a Jinta qui va voir littéralement le fantôme de Menma. Et alors qu'au départ il essaye de l'ignorer, il va finalement rester à elle et il va comprendre qu'elle est revenue parce qu'elle a une promesse à accomplir, une promesse qu'elle n'a pas pu accomplir avant de décéder. Ça, il y a besoin de tout le monde. Un petit groupe d'amis qu'ils formaient quand ils étaient jeunes, mais le problème c'est qu'ils ont chacun fait leur vie, certains ont carrément changé. Petit à petit, voilà, ils vont finalement réussir à se réunir avec plus ou moins de difficultés, hein, ça va être assez compliqué pour certains. Ils vont réussir et ils vont essayer de trouver la raison pour laquelle Menma est de retour et pourquoi elle n'arrive pas à partir. Essayer plusieurs choses, hein. Ils vont essayer de trouver parce que Menma ne se souvient pas de ce qu'elle doit faire. Et voilà, à la fin, elle se rappelle, la promesse se réalise et on a vraiment des adieux déchirants, j'ai envie de dire. Hyper touchante, hyper prenante, les personnages sont extrêmement attachants. Lisez l'œuvre ou si vous décidez de regarder l'anime, préparez le paquet de mouchoirs parce que c'est terriblement émouvant. Je trouve que le manga est extrêmement bien dessiné en plus et au début de chaque tome, on a un joli petit poster de Menma en couleur qui est trop mignon. Voilà. Ah, pour vous montrer un peu les dessins, mais ils sont assez similaires au poster. C'est vraiment une œuvre que j'aime énormément. Et on finit ce bilan de lecture de la semaine avec les tomes 1 à 5 de La Maison du Soleil. Donc, voici le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et
le tome 5. Voilà, c'est des covers à chaque fois assez simplistes avec nos deux persos principaux en couverture à chaque fois. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Pika, 18 janvier 2017. C'est un shoujo et c'est terminé en 13 tomes. Alors, malheureusement, Pika a arrêté la commercialisation il y a très peu de temps. J'ai d'ailleurs couru pour finir cette série parce que j'avais que les 2 premiers tomes de base. Donc j'ai tout commandé d'un coup avant que ce soit en arrêt de commercialisation. Pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Alors là, j'ai lu les tomes 1 à 5 et pour la semaine prochaine, je pense, je vous ferai mon avis sur la suite et fin de l'œuvre. En fait, La Maison du Soleil, c'est assez chill en général comme lecture. On suit beaucoup nos deux persos principaux vivre ensemble. Par contre, c'est assez triste du point de vue de notre héroïne, Mao, parce qu'elle a des parents assez détestables, hein, entre sa mère qui trompait son père et qui est finalement partie se marier avec un autre homme, et son père avec qui elle n'a pas vraiment d'affinité et qui lui dit clairement que si elle veut partir de la maison et vivre avec du coup son amie d'enfance qui est juste là, et ben elle peut et en fait elle va partir et elle va clairement montrer que sa famille lui manque, qu'elle a tout de même envie d'être avec eux, sauf qu'elle va juste se retrouver face à un mur. Son père n'est pas du tout compréhensif, il ne l'attend absolument pas à la maison en fait. Il a une pension chaque mois et puis voilà. Il ne la réclame pas du tout, il ne montre aucun signe comme quoi elle lui manquerait. Et c'est horrible, c'est vraiment un père indigne, c'est horrible. Et Mao, elle fait vraiment beaucoup de peine parce qu'elle souffre de la situation. Après, c'est vrai que moi je déteste ses parents, donc je comprends pas pourquoi ils insistent tous pour qu'elle retourne chez elle. Alors qu'elle est si bien avec notre héros. Alors oui, voilà, elle a 17 ans, elle n'est pas encore majeure. Elle s'y sent bien, elle y est bien, elle évolue, elle apprend des choses qu'elle n'a jamais appris auprès de sa famille. Comme faire à manger ou certaines tâches ménagères, hein, des choses toutes bêtes. Il y en a qui pensent que oui, voilà, on n'a qu'une famille, donc même si c'est pas des bonnes personnes, faut faire un effort. Je sais qu'il y a aussi des gens qui, malgré le fait qu'ils souffrent énormément à cause de leur famille, et ben ils n'arrivent pas à couper le lien et ils ont ce besoin d'être accrochés à eux alors qu'ils en souffrent très clairement. C'est vrai que moi c'est quelque chose que je comprends pas trop parce que moi j'ai préféré prendre mon indépendance personnellement. Donc c'est vrai que je les trouve tous un petit peu lourds à insister sur le fait qu'elle doit retourner chez elle, qu'elle doit retourner chez elle, qu'elle doit retourner chez elle. Si c'est son désir, hein, mais je sais pas si ça va vraiment apporter quelque chose. Faut vraiment que le père se remette en question de fou. La belle-mère a l'air d'être une bonne personne, donc à voir. J'espère qu'il va y avoir une bonne évolution de la part du père et qu'il va vraiment s'excuser auprès d'elle. Parce que la pauvre depuis petite, elle prend sur elle. Je me demande aussi si on va revoir la mère un de ces jours. En tout cas, Mao a l'air d'avoir envie de revoir sa mère également, donc on verra bien. Mais j'aime beaucoup en tout cas l'évolution entre Mao et Hiro du coup. Qui est du coup le garçon. Une sacrée bonne évolution. Après on a une sorte de triangle amoureux qui apparaît, mais il est plutôt bordélique et en même temps plutôt bien placé celui-là. Il est mature en même temps assez enfantin. On pourrait penser que ça part un petit peu dans tous les sens, donc j'ai assez hâte de voir comment ça va se dérouler par la suite. Il y a certains moments qui sont assez drôles, certains moments qui sont assez mignons, enfin voilà, c'est un shoujo assez classique je trouve, mais qui est très sympa à lire. Et les dessins sont plutôt sympas, alors ils sont pas incroyables, mais j'aime plutôt le trait, il est assez fin. Sur ce bilan de lecture est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews que je publie tous les jours ou presque. Et sur ce, bien passez une bonne journée!